vient l'énergie des pierres? C'est un ensemble d'éléments qui apportent une énergie à une pierre. On les met dans la poche, ça fait un bon travail énergétique. Non, mais des fois, une petite amende brute à 10 € peut faire plus de travail qu'une pierre qu'on va payer 1000 € mais qu'on va jamais porter ou s'en faire rater. Je conseille de ne pas porter plus que 3 pierres parce qu'au-delà, le corps ne sait plus comment traiter ces informations énergétiques. Alors déjà, pourquoi purifier? Vos pierres, quand vous les portez, elles se chargent de vos énergies, de l'environnement, etc. Une pierre, elle ne peut pas absorber à 100%, elle en redégage ce qu'elle a absorbé. Et donc, pour purifier, il y a plusieurs méthodes. Créer du lien avec votre pierre. Et donc, c'est pas un vêtement qui va arrêter l'énergie de la pierre. Les fausses pierres, malheureusement, il y en a de plus en plus. Donc bonjour à tous, j'inaugure une nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo, format podcast un peu à la mode, pour aborder un thème qui intéresse beaucoup de personnes et qui est le suivant: comment mieux utiliser les pierres et la lithothérapie. Et pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis avec Johan Chevillard ici présent, expert en lithothérapie. Salut Johan. Bonjour Fabrice, ça va? Bien et toi? Super, en pleine forme. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour voir un petit peu tout ce qu'on a sur la table. On a plein de choses à vous montrer, ça va être un super podcast je pense, et tu vas pouvoir nous expliquer plein de trucs. Oui, j'ai hâte aussi. Bon, super. Donc on va commencer déjà par savoir qui tu es, Johan, pour les auditeurs. Tout le monde ne te connaît pas forcément. Ouais. Et comme ça, au moins, on pourra ensuite dérouler sur la suite. Et donc, je m'appelle Johan avec un J. Je suis lithothérapeute depuis 2017. Okay. Et un petit peu mon parcours, rapidement. Je suis arrivé un peu par hasard aux pierres dans une boutique chez moi dans le Jura en 2015. Je rentre dans une boutique de pierres. On me dit, tiens, il y a des gens qui vendent des pierres. Et là, vraiment, comme dans un film, coup de foudre, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. J'adore les pierres. C'est quoi ce truc? Ça m'a vraiment passionné dès le départ. Et puis, rapidement, j'ai acheté des pierres. Je me dis, il y a quand même des choses qui ne vont pas, et des choses qui me paraissent un petit peu trop abstraites ou des choses un peu tirées par les cheveux. Donc rapidement, je me suis dit, ça va être mon métier, mais je vais me former. Okay. Donc je me suis formé sur Annecy et puis je me suis lancé tout de suite. C'est une passion qui est dévorante, c'est-à-dire que je continue à apprendre et à tester. On pense souvent que le minéral est mort, inerte, mais non, il a toujours plein de choses à nous apprendre. Ouais, c'est sûr, et j'imagine qu'il faut plus d'une vie même pour tout savoir là-dessus. Largement plus. Ouais. Donc bon, mais en tout cas, c'est super d'avoir ton expertise aujourd'hui pour nous présenter tout ça, et même d'avoir eu comme ça un coup de foudre en fait pour les pierres finalement. Ouais, c'est vraiment comme dans les films, ça m'est tombé dessus. Et puis, mais c'est ça, c'est que il y a déjà tellement de dérives aujourd'hui, il y a tellement de boutiques qui existent. Très vite, je me suis dit non, mais ça va pas, et je vais aussi écrire mon livre, ce que j'ai fait assez rapidement. Et puis, je continue toujours à apprendre, à tester. Et ça, on le verra dans le podcast. Je fais que tester, expérimenter. C'est comme ça qu'on apprend. Ok. Bon, super. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors, pour préciser, c'est un expert, vraiment. Il a écrit 5 bouquins, c'est ça Je crois, oui, c'est ça. Tu sais même plus tellement tu en as écrit. Il y a eu des box, un oracle, plusieurs livres. On n'est pas loin de 5, je pense. D'ailleurs, on va en aborder certains aujourd'hui et peut-être dans d'autres vidéos plus tard, dans le futur. Mais ça va être super. Bon, alors pour commencer ce podcast et ce thème du coup sur les pierres et la lithothérapie, il nous semblait judicieux quand même de parler un petit peu de l'histoire et de l'origine des pierres. Depuis combien de temps on les utilise, et savoir s'il y a des personnes ou des personnalités connues qui ont pu faire avancer un petit peu la science, ou faire avancer en tout cas la connaissance sur les pierres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors brièvement, parce que sinon on est là pendant 3 heures. Bien sûr, oui, non, mais voilà, pour comprendre un tout petit peu. Alors les pierres, on les trouve dans toutes les civilisations, dans tous les tombeaux des pharaons, des princes, des rois, etc. On trouve des pierres, il y a un rapport qui est naturel avec la pierre. On est sur Terre qui est constituée de roches, et on les retrouve absolument partout. Après, les premières traces écrites, nous en Europe, c'est 1er siècle, avec Pline l'Ancien, son Histoire naturelle, 37 volumes. Il y a un volume sur les pierres et les minéraux. Alors évidemment, à l'époque, même si Pline se veut très sérieux, il y a beaucoup de choses très extravagantes, c'est tiré par les cheveux, des choses un petit peu inventées. Il se veut sérieux, mais ça part des fois un petit peu dans tous les sens, on va dire, mais ça se veut sérieux. Et puis, on a les lapidaires après du Moyen-Âge, les premiers livres. Pareil, on est beaucoup dans l'imaginaire. À l'époque, l'émeraude, ça désigne toutes les pierres vertes. Oui, l'escarboucle, c'est toutes les pierres rouges. En fait, c'était assez amusant de voir à quel point c'était relié à l'imaginaire complètement. Et puis, on a la première naturaliste allemande, Hildegard de Bingen, vers 1150, qui écrit des livres. Elle sera reconnue d'ailleurs plus tard docteur de l'Église. C'est une des rares femmes qui sera reconnue docteur de l'Église, qui a écrit des ouvrages. Alors, avec son expérience, elle se veut un peu scientifique autour des pierres, mais là aussi, on retrouve beaucoup de choses qui sortent un petit peu de l'imagination ou de l'imaginaire collectif. Et puis,
pour aller vite, on a un vrai regain des pierres fin des années 60, avec le New Age aux États-Unis, qui ramène les pierres dans la spiritualité. Alors les pierres, à cette époque-là, c'était très teinté d'une vision d'illumination, de transcendance, pour le bien-être collectif. C'était pas du tout comme aujourd'hui, centré sur les besoins. C'était teinté de plein de croyances différentes. On reliait ça aux anges, aux archanges, etc. C'est bien, parce que ça ramenait les pierres au goût du jour, mais c'était très, on va dire, exotique. Voilà. Et puis après, en France, en Europe, années 90-95, on a des premiers ouvrages qui apparaissent. Et ce qui fait la spécificité ici en France et en Europe, c'est une lithothérapie qui est plus reliée à la minéralogie, plus sérieuse. Encore aujourd'hui, les livres de litho aux États-Unis, c'est très teinté de New Age. C'est très spirituel, c'est un côté un peu waouh, un peu paillette. En France, en Europe, on a quand même ce côté très sérieux. Et on a plusieurs personnes qui ont fait beaucoup de travaux, années 90-95 en France et en Europe, notamment Michael Ginger, qui a en 95 premier livre avec des études assez sérieuses en lithothérapie, qu'il a fait en groupe et puis tout seul. En France, on a Reynald Bosquero, pareil, années 90. Et puis, plus récemment, 2010 à peu près, on a Regina Martino et puis d'autres courants qui se dessinent, de toute façon. Quand les pierres sont réapparues au goût du jour, il y a toujours des nouveaux courants qui apparaissent. Donc, on a de la lithothérapie bioénergétique. Et puis, on a Julia Bosquero avec la lithosophie, c'est une nouvelle branche qui s'est dessinée. Et il y a encore des choses qui se construisent. Et c'est plutôt voit quand même que la lithothérapie a voyagé quand même, dans les croyances, dans les religions, dans les cultures, pour finalement arriver aujourd'hui dans nos vies au quotidien presque. Les pierres restent, mais l'histoire bouge, exactement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, alors on a parlé des pierres et de la lithothérapie. Si on pouvait déterminer rapidement une phrase de la lithothérapie, on dirait quoi? C'est l'apport énergétique des pierres et des cristaux pour nous apporter un bien-être. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait la définir, c'est ça. Comment on va servir des pierres et des cristaux pour un plus dans notre vie? Parce que ça reste évidemment un plus énergétique. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, de voir un médecin, des spécialistes. C'est vraiment une béquille temporaire, un complément, c'est ça. Et puis, il y a toujours les médecins qu'on consulte en cas de pépin, bien sûr. D'accord, c'est super intéressant en tout cas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire ses premiers bouquins il y a longtemps, mais ça devait être intéressant à lire quand même. Pas trop, j'ai un petit peu lu les bouquins des États-Unis, mais c'est vraiment très New Age, quoi. C'est côté très spirituel, c'est pas forcément raccord à la réalité. C'est pas moi ce qui m'intéresse. C'est pas mauvais, c'est bien, et tout doit exister, cohabiter, mais c'est vrai que c'est teinté de choses un petit peu paillettes, quoi. Ça devait être quand même assez drôle à lire. Oui, et des choses intéressantes. Bon. Du coup, pour faire le pont, parce qu'on a parlé des pierres, de la lithothérapie, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient du coup l'énergie des pierres? Alors ça, c'est la question qui revient tout le temps, et c'est normal, d'où vient l'énergie des pierres? Parce que souvent, on me dit, une pierre, c'est mort, comment ça peut nous apporter de l'énergie? C'est un caillou, quoi. C'est un caillou. Alors en fait, une pierre, c'est très précis. C'est un ensemble d'éléments qui apportent une énergie à une pierre. Donc quand on prend une pierre, il y a d'abord sa couleur, et la couleur véhicule une énergie. Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, on sait tous que le couleur rouge, c'est côté plutôt chaud, qui vient réveiller, etc. Le côté violet, plutôt apaisant. Même si on ne connaît pas, on le sait d'instinct. Et aujourd'hui, dans le commerce, dans le marketing, on sert beaucoup des codes couleurs pour communiquer aux clients. Et donc, la couleur va déjà influencer, donne une indication sur l'énergie de la pierre. Ensuite, on a d'autres éléments. Moi, j'aime bien bosser avec les structures cristallines. C'est-à-dire que toutes les pierres dans le monde, quand elles grandissent sous terre, elles vont se développer suivant une structure, une maille cristalline. Et il n'y en a que 7. Il y a 7 structures cristallines, plus la structure amorphe, donc sans structure, type obsidienne, opale. C'est pas reconnu par la minéralogie, mais nous, on s'en sert en lithothérapie. Et donc, la façon dont la pierre cristallise donne une indication sur l'énergie qu'elle va véhiculer. Par exemple, les pierres cubiques, comme les grenats, les fluorites, vont beaucoup aider à cristalliser, à canaliser les énergies, être plus concentré. Une pierre hexagonale, comme les aigues marines, va plutôt transcender, venir monter les énergies. Et donc ça, moi, j'aime bien m'en servir quand je donne des conseils aux personnes quand elles ont besoin de pierres. Donc on a la couleur, la structure cristalline, la composition chimique. Évidemment, c'est très important. Chaque pierre, c'est une composition chimique bien particulière. Alors, il y a des pierres compliquées, comme les tourmalines, c'est vraiment un gros amalgame d'éléments. Il y a des pierres plus simples, quartz, améthyste, c'est un dioxyde de silicium. Eh bien, chaque élément chimique donne un impact, et on le verra dans ce podcast, sur l'énergie de la pierre. Par exemple, le fer va ancrer,
le magnésium va venir éclaircir l'esprit. Donc, chaque élément a son importance dans tout ce que compose la pierre et ce qu'elle va venir nous apporter. Et puis, il y a un autre élément, on en parle assez peu dans les ouvrages, il n'y a pas grand-chose qui existe, c'est la formation de la pierre. C'est-à-dire qu'une pierre est soit magmatique, sédimentaire ou métamorphique. Et on a un vrai impact énergétique. En fonction d'une de ces trois formes. Voilà, c'est ça. Une pierre magmatique sera toujours beaucoup plus active, comme les quartz, qu'une pierre sédimentaire, comme les calcites. On aura l'occasion d'en reparler, qui sont des pierres très douces parce qu'elles se sont déposées avec le temps. Et c'est une énergie qui est beaucoup plus douce. Les pierres métamorphiques, comme les grenats par exemple, c'est des pierres qui sont retransformées dans le sol suivant la chaleur et puis la pression. Et ça, par exemple, dans les périodes de transformation, pour remonter un choc, ça va être très intéressant. Donc en fait, quand une personne me demande une pierre, je vais dans ma tête me dire, tiens, telle pierre, ah oui, elle a telle couleur, tel système cristallin, telle formation, tiens, ça peut être intéressant. Quelqu'un de très carré, par exemple, je ne vais peut-être pas lui proposer tout de suite une pierre cubique pour en rajouter une couche. Peut-être qu'on pourrait essayer une opale, une obsidienne pour venir déconstruire un petit peu. C'est vraiment du cas par cas. C'est beaucoup plus technique que ce que l'on peut le croire. En fait. Voilà, moi, quand je parle à la personne, je fais toujours l'effet entonnoir. Je m'expose son problème, je dis, tiens, ça va être tel chakra, tiens, ça pourrait être telle couleur, vu le problème. Ah, là, ok, elle me dit qu'elle passe un cap, qu'elle est vraiment en train de changer. On va aller sur une pierre métamorphique plutôt que sur une pierre magmatique. Si on peut. Enfin, j'ai essayé de faire en entonnoir pour répondre le plus précisément possible aux besoins de la personne. Donc, c'est de là que vient l'énergie des pierres. D'accord, ok. Super intéressant. C'est beaucoup plus complexe que ce que je l'imaginais en tout cas. C'est très complexe et c'est pour ça que je me suis formé, parce que je ne voulais pas rester à la surface. Malheureusement, ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui sur les réseaux, sur les sites, ça reste... C'est trop sommaire. C'est trop sommaire. On ne peut pas rentrer dans une boutique et dire « je suis stressé, prends de l'améthyste ». Non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment la personne, qui elle est, ses besoins et quelle pierre spécifique. Quel type, d'accord. Parce qu'on connaît à peu près 5000 pierres aujourd'hui qui sont répertoriées. C'est énorme. Et on continue d'en découvrir. Et donc, on peut vraiment, pour chaque situation de vie, trouver une pierre qui va nous accompagner sur un besoin spécifique. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, pour tout ce qu'on peut rencontrer, vivre, traverser dans la vie, on peut trouver une pierre qui va venir nourrir un besoin. En fait, c'est finalement un peu plus de l'orfèvrerie, au final. Quasiment, ouais. C'est ça, on peut le dire comme ça. Bon, super. Donc là, pour dégrossir, parce qu'on a parlé de la structure, de tout ça qui était un petit peu complexe, mais qui finalement est hyper intéressant, est-ce que tu pourrais nous dire sous quelle forme on va trouver les pierres, la différence entre les formes que l'on peut trouver, et est-ce que les tailles, en fonction de la forme que l'on va choisir, est-ce que la taille, ça a une importance? Bien sûr. On peut choisir. C'est vrai que dans les magasins, quand on commence en lithothérapie, on se dit je ne sais pas trop, je ne connais pas, etc. On va voir un petit peu rapidement les différences effectivement entre les différentes formes. Par exemple, une pierre brute, ça, c'est du bois silicifié. On voit un petit peu la tranche comme ça. Donc, elle a juste été polie sur le côté. On a laissé la tranche comme ça. Alors, une pierre brute, c'est intéressant, mais très souvent, j'entends la pierre brute, c'est forcément plus intéressant qu'une pierre polie. Mais ça, c'est vraiment de la croyance. C'est pas forcément meilleur. Effectivement, elle est sortie de terre, il y a eu peu de travail. Pour autant, une pierre, elle sort pas toute seule. Il y a des explosifs, des engins, etc. C'est pas arrivé par miracle comme ça, juste dans tous les cas. Il y a juste les tout petits cristaux, par exemple, ou les plus grands, qu'on va sortir délicatement, parce que si on les explose, après, on n'a plus rien. Donc, il ne faut pas oublier d'où ça vient. C'est pas meilleur, mais effectivement, il y a moins d'impact sur l'humain. C'est moins transformé. Donc, on a moins l'énergie de la personne ou des personnes qui les travaillent qui viennent jusqu'à nous. Mais c'est pas forcément meilleur. C'est aussi une question, et ça, je le dis tout le temps, quand je conseille des pierres, entre le brut, poli, pendentif, c'est aussi une question de pour soi, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui va être pratique. Et moi, je laisse toujours le choix, bien sûr, à la personne. J'ai beau penser que telle pierre va lui correspondre, un pendentif, si elle veut un bracelet, il faut que ça lui parle aussi. Il faut que ça lui parle, ça c'est super important. Faire un travail énergétique, si ça nous crispe, ça marche pas. Exactement, ça, je pense que tu l'as vu aussi dans ton boulot. Bien évidemment, ça, c'est très important. Ok. Donc, on a les pierres brutes, on a les pierres taillées qu'on peut trouver sous forme de sphère, de cabochon. Ici, c'est une agate. Je l'ai gardée pour moi parce qu'elle est très jolie. Je devais la vendre, mais je l'ai gardée parce qu'elle est trop belle. On dirait un petit oiseau. Ou une vague, je sais pas. Un œuf d'oiseau. C'est ça qui est joli aussi avec les pierres, c'est qu'on peut voir mille et une choses. Et souvent, les gens, quand on parle de pierres, et on le voit aussi chez les enfants, c'est tout de suite, c'est merveilleux. Les enfants adorent les pierres. Des couleurs, on voit des choses. Oui, et souvent, ce qui est intéressant, on le verra plus tard, c'est que les enfants choisissent de manière instinctive. Nous, on se met plein de filtres dans la tête. Les enfants, pas du tout. Et donc, les pierres taillées, ça va donner une orientation particulière à la pierre. Une pyramide, ça va plus faire monter l'énergie sur la pointe. T'en as une là, non? J'en ai une ici, on en a deux, par exemple. On peut montrer, peut-être? Une fleurée, donc l'énergie va plus se concentrer sur la pointe, une énergie qui est plus dure. Une sphère, par exemple, c'est rond, c'est beaucoup plus doux.
Ça pourrait Ok. être adapté pour un cabinet thérapeute, Pour une pièce, en fait. pour une pièce, pour dormir par exemple. Et pour une pyramide comme ça, ce serait plus adapté pour quoi, du coup? Pour le travail par exemple. Pour le travail Voilà, énergétique. ou dans un salon, dans un endroit où il y a du passage, etc. Ouais. D'accord, ok. Après, ça peut être aussi pour les thérapeutes des pierres taillées, Oui, polies pour pour Ouais, pour travailler viser travailler sur un un endroit. chakra ou Ouais. les corps énergétiques. Ouais, tout à fait. Ok. Après, on a les petites pierres roulées, comme ici par exemple. On a une rhodonite. Ah, c'est les pierres qu'on trouve beaucoup dans le commerce, notamment ça. Ouais, voilà, rhodonite, jaspe, cambaba. Alors en fait, les pierres roulées, c'est des pierres brutes Oui, qu'on place dans des tonneaux à polir avec de l'eau et ou des produits abrasifs qui vont reconstituer le mouvement naturel de l'érosion en fait en accéléré. Donc ça va être 2 jours, comme 6 jours, comme 3 semaines suivant les pierres et leur dureté. Et puis après, ce qui est pratique, c'est que ça coûte pas très cher et qu'on peut s'en servir à peu près dans toutes les situations. d'accord. On les met dans la poche, ça fait un bon travail énergétique. Et souvent, les gens me disent ah mais il faut un gros budget pour les pierres, il me faut une émeraude à 1 000 euros. Non, non, mais des fois, une petite émeraude brute à 10 euros peut faire plus de travail qu'une pierre qu'on va payer 1 000 euros mais qu'on va jamais Ce sera porter plus, ou sans faire attention. Ce en sera fait. plus un objet de collection finalement qu'un Ouais, objet exactement. pour le travail, quoi. C'est ça. Parce qu'on peut aussi avoir des pierres pour la Ok. collection parce que c'est très joli. Donc là, on fait le pont justement parce que tu en as deux Oui. qui sont plus petites par rapport à ce qu'on disait. Est-ce que la taille a une importance? Alors, ça dépend de l'utilisation. Dans une pièce chez soi, que ce soit pour dormir, se concentrer, etc., c'est sûr que ça ne sera pas suffisant. Eh oui. Ouais. C'est bien à peu près la taille, on va dire, d'une Comme pomme, la- d'une orange, tu Ok. vois, ou comme cette améthyste, cette taille-là, c'est bien, parce que du coup, elle rayonne sur plusieurs Ouais, mètres, ok. et là, on a un vrai impact. Par contre, sur soi, ça dépend de la qualité de la pierre plus que de la taille. On peut avoir, par exemple, avec ce tout petit grenat rhodolite, Je sais pas si on va le voir. c'est Peut-être tout te petit. montrer. C'est une petite pièce de collection, on peut avoir un vrai impact, parce que plus la pierre est transparente, avec une belle couleur, Ok. et plus son ressenti va être fort. Alors qu'une pierre brute, comme un jaspe rouge par exemple, même poli, ça reste une pierre qui va être assez douce, assez bien admise. Donc des fois, dans ce qu'on va porter, il faut choisir. On peut commencer par des pierres douces pour pas se brusquer. Parce que des fois, on me dit souvent, il me faut la pierre la plus puissante pour tel besoin. Mais des fois, suivant ce qu'on vit, Ce sera trop suivant fort. Ouais. nos vécus, les Ouais. traumas, notre histoire, ça peut être trop fort. Des fois, il Bien faut sûr. commencer tout doucement et Y aller venir progressivement. voilà, y aller progressivement et finir le travail avec une pierre plus spécialisée, comme des Ok. petits cristaux, des pierres bien transparentes. Donc, je dirais que pour un travail sur soi, de manière générale, hein, c'est bien de commencer avec un minimum de 1 ou 2 cm. En dessous, c'est trop petit, Ouais. sauf pour les cristaux, qui ont une énergie qui est beaucoup plus Concentré, impactante. ouais. Ouais, exactement. Bien, super. Ça permet déjà de lever un petit peu les préjugés qu'on peut avoir. C'est une petite pierre, elle n'a pas d'énergie, en fait. Il y a beaucoup de préjugés en lithothérapie, et c'est Ouais. aussi pour ça, quand je me suis lancé, je me dis, j'ai envie d'écrire et d'en parler un peu plus, qu'il y a trop de préjugés, et Ouais. ça ne va pas. Et c'est justement le thème de ce podcast, Ouais. c'est comment mieux utiliser les pierres et mieux les comprendre aussi de par tout ça. Donc c'est super du coup d'avoir pu préciser que même si on a une pierre qui fait 2 cm, elle peut apporter vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. Donc si vous nous écoutez, si vous avez des petites pierres, ne pensez pas qu'elles servent à rien. Non, même Ils avec ont- un 5 euros, on peut faire un gros travail énergétique. Exactement, Pas la peine tout à de mettre fait. 1000 euros. Ouais. Ça, c'est clair. Encore faudra-t-il bien les purifier, les recharger. On va y revenir plus tard dans la Ouais, vidéo. Bon. exactement. Super. Bon, alors maintenant qu'on a vu un petit peu sous quelle forme on va les trouver, la différence, la taille, qu'on a parlé d'où venait l'énergie de la pierre, est-ce que tu peux nous indiquer comment on peut les utiliser au quotidien? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de les porter? Alors, tu en as parlé un petit peu là, mais de façon un petit peu plus précise. Ouais, alors, effectivement, ce qu'on voit beaucoup dans le commerce, c'est beaucoup de pendentifs, bracelets, pierres roulées, etc. Alors, moi, ce que j'aime bien, dans un premier temps, c'est des petites pierres roulées. Parce que l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Ouais. On peut les porter dans la poche, on peut les prendre tout le temps avec soi, et on peut penser à les prendre dans sa main pour créer du lien avec elles. On en va en parler juste après dans le podcast. Une petite pierre roulée, pour les enfants, souvent, ils aiment bien en plus, ça fait un petit peu doudou. Et pour soi, ça fait un rappel aussi dans la journée. Pierre dans la poche, c'est un début de travail énergétique. Ce que j'aime bien aussi, qu'on scie assez souvent, et moi j'en porte tout le temps, ce sont des bracelets. Parce que du coup, l'énergie circule, il y a des vaisseaux sanguins, des méridiens, c'est relié à notre corps, nos corps énergétiques et les chakras, et on peut faire un vrai travail intéressant avec la plupart des bracelets, s'adapter à toutes les situations. Donc moi j'aime bien concilier les bracelets. Les pendentifs, c'est particulier. On peut faire de bons travail énergétique avec des pendentifs. C'est parfait pour tout ce qui est communication, chakra de la gorge. Parce que c'est au bon endroit. Ouais. Voilà, exactement. Chakra du cœur, couleur rose-vert, c'est bien adapté. On a aussi un petit chakra intermédiaire qui s'appelle turquoise ici. Donc les pierres, turquoise, amazonite, un petit peu vert, vert pomme,
qui vont venir travailler cette ouverture émotionnelle. Donc là, ça peut être adapté. Ça peut être plus intéressant d'être porté en pendentif, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le plus important, on y reviendra, c'est de créer du lien avec sa pierre. Le seul point de vigilance, c'est vraiment des fois certaines pierres noires, voire des rouges. Il faut faire attention, parce qu'ici, c'est une zone d'accueil des émotions, d'ouverture ou de communication. Le chakra de la gorge est très proche. C'est pas une zone d'ancrage. Donc des pierres noires, ça peut vraiment déstabiliser. C'est ce que je te racontais, une petite anecdote, c'est qu'au début, je venais de la tourmaline noire en pendentif. J'ai très vite arrêté parce que comme c'est une pierre qui absorbe beaucoup, elle peut faire mal. Donc voilà, prudence avec les pierres noires. Un mala, on en voit beaucoup aujourd'hui, des grands colliers, ça passe parce que c'est plus large, c'est moins concentré. Un peu plus peut-être. Voilà, si on est vraiment entouré de l'énergie des pierres, parce que juste une pierre noire, juste prudence. C'est pas grave, mais il faut, disons, bien s'écouter quand on porte des pierres noires. Si on sent qu'il y a un décalage, qu'on n'est pas bien, qu'il y a un malaise, se dire, oula, on va peut-être faire une petite pause pour l'instant. Ouais, et puis il faut, comme tu dis, essayer, s'écouter. Si on voit que c'est peut-être trop fort, trop brusque en termes d'énergie, il faut toujours s'écouter, c'est ça. C'est pas OK, on peut la mettre ailleurs. Mais c'est ce que tu viens de dire, il faut s'écouter, tester et puis recommencer. C'est jamais fixe. Hein. Les pierres, c'est pas une prescription médicale. Comme je dis souvent, c'est pas un dosage, c'est pas un médicament. Donc moi, quand je conseille une pierre, je dis bah tiens, on va essayer 2-3 pierres, essayer plusieurs semaines, puis après on va réajuster parce que forcément on évolue, on va venir débloquer un chakra, une problématique, et donc après on passera à d'autres pierres. C'est jamais fixe. On conseille une pierre pour un temps donné, on en parlera après, mais c'est pas quelque chose qui nous suit forcément toute une vie. On a des pierres doudou qui nous font du bien, qui nous rassurent. Par exemple, j'ai toujours ma turquoise souvent en bague, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est suivant nos besoins, suivant ce qu'on traverse aussi, comme période de vie. Ok, bien. Bon, eh ben, merci du coup pour ton explication. Et du coup, pour faire le pont avec ça, parce que du coup, là, tu nous as donné plusieurs façons de les porter, est-ce que tu peux nous dire si on peut en porter plusieurs en même temps et s'il y a des incompatibilités? Par exemple, là, tu as 2 bracelets à ton poignet. Est-ce que, comment on peut dire aux gens, faites attention, on ne peut pas mettre 2 bracelets de ces pierres-là? Est-ce que, voilà, il y a des choses à connaître? Alors ouais, c'est important. De manière générale, je conseille de ne pas porter plus que 3 pierres, parce qu'au-delà, le corps ne sait plus comment traiter ces informations énergétiques. Faut pas oublier que c'est le corps a son intelligence, les corps énergétiques. Quand on porte déjà une pierre, le corps se dit ah tiens, j'ai déjà une première réagir info par rapport à celle-là. Voilà, j'ai déjà une énergie. Une deuxième, une troisième. Le corps, au bout d'un moment, si c'est pas compatible, ça va faire une espèce de ce qu'on appelle une bouillie énergétique. C'est pas forcément grave, mais le corps va plus gérer et en fait au final ça va nous desservir plutôt que nous aider. Donc on peut porter plusieurs pierres qui vont dans le même sens énergétique. Par exemple, toutes les pierres de couleur froide, bleu, violet, vert, ça va plutôt dans le même sens. Les chakras du s'associer, corps, voilà, ça va plutôt bien. Et les pierres de couleur chaude, donc rouge, noir, marron, jaune, orange, ça va plutôt ensemble. Quand on les porte, si on porte du rouge, par exemple un grenat très fort, une améthyste très spirituelle, c'est les deux opposés. Deux extrêmes, c'est pas forcément bénéfique. Ça va pas être, c'est rarement grave, hein. Quand même, il n'y a pas mort d'homme, mais ça va pas être à notre avantage. Donc, essayez de retenir ce principe de couleur chaude, couleur froide, pour pas faire n'importe quoi, et puis pas plus que 3 pierres. Voilà. Il faut faire ça. Au moins, c'est simple à retenir. Donc, 3 pierres et si possible, de même couleur ou en tout cas de fonctions qui se ressemblent. Voilà. Un exemple, tiens, ça on peut en parler, le chakra du cœur, sa couleur c'est rose et vert, ça peut être intéressant de porter et du rose et du vert comme j'ai fait aujourd'hui pour rester focus sur une zone particulière, venir faire un travail énergétique. On peut porter, si on est sur les pierres rouges, un jaspe rouge pour la vitalité et une tourmaline noire pour l'ancrage. Là, ça fait du sens, voilà, par exemple. Mais ça, rapidement, en lisant quelques infos, en ayant quelques bases, on ne fait plus d'erreurs. Si on a quelques bases sur les couleurs, on y reviendra. On se débrouille, on ne fait plus d'erreurs majeures. Ouais. En fait, au final, c'est assez mémotechnique, au moins comme ça, les personnes pourront bien comprendre un petit peu comment les utiliser de façon simple et rationnelle, en fait. Après, il y a une autre technique, mais bon, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu plus spécialisé, c'est les systèmes cristallins. On peut aussi s'amuser, si on a envie, de porter des pierres qui ont le même système cristallin pour une dynamique particulière. Par exemple, quelqu'un qui a fait un travail sur son chakra du plexus, qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui a beaucoup d'énergie, on pourrait travailler avec des pierres du système hexagonal, avec une héliodore et puis une autre pierre de système cristallin. L'héliodore qui est une pierre jaune, c'est ça? Exactement, ouais. Une autre pierre, je crois que l'apatite aussi hexagonale. On pourrait s'amuser à travailler 2 pierres jaunes hexagonales pour venir travailler cette énergie-là pour qu'il y ait un vrai dynamisme. Donc en fait, tout est possible quand on connaît les bases en lithothérapie. Après, avant d'aller sur le système cristallin, qui est un peu plus complexe, déjà si les personnes comprennent un peu la notion de couleur, la notion de travail énergétique avec plutôt les chakras du haut du corps ou du bas du corps, et puis au fur et à mesure, si ensuite c'est des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent,
pourquoi pas justement s'orienter vers du plus, C'est ça. plus précis avec ces systèmes-là. Ou alors vous allez voir un lithothérapeute qui connaît son boulot. Bien évidemment. Bah, de toute façon, c'est toujours bien. Hein. Mais bon, il y a de tout, hein, c'est ça. Et on va y revenir d'ailleurs dans ce podcast. C'est malheureusement le problème. C'est qu'il y a de tout. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de personnes qui disent des choses qui sont fausses. Et malheureusement, il y en a. Et je comprends qu'on soit perdu. Il y a beaucoup de et contradictions. voilà, et il y a beaucoup. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que ce podcast est très intéressant et que je voulais vraiment t'avoir pour qu'on puisse lever ces préjugés un peu là de tout ce qui se dit. Parce qu'on entend vraiment. Ouais, ça, j'adore. Parler des préjugés et puis venir déblayer le terrain, c'est mon sujet préféré. Ouais, et puis c'est ce que les personnes recherchent parce qu'elles sont paumées. Et moi, on me pose souvent la question aussi en consultation et c'est des questions que j'ai aussi au quotidien. Moi. Donc, il y en a certaines où je peux répondre, il y en a d'autres où là, du coup, ce podcast va m'aider aussi, va m'éclairer. L'hithothérapeute, c'est un vrai boulot. Bien parce sûr. que souvent, beaucoup de gens disent les pierres, on lit 2 bouquins, puis c'est facile. Non, c'est quand même une expertise, il faut des bases en minéralogie. Et moi, quand je conseille des pierres, c'est vraiment par rapport à tout ce que j'ai appris, puis après mon expérience, évidemment. Ça sort pas de nulle part. Et souvent, dans le bien-être, pareil, dans le magnétisme, je lis 2 bouquins, je me suis formé 2 heures, c'est bon. C'est un vrai métier qui demande des compétences. Et puis, pareil, des fois, on me dit les pierres, on peut s'en servir pour tout, il n'y a pas de contre-indication. Non, il y a des profils psychologiques fragiles particuliers. Et on va en parler. On ne conseille pas n'importe quoi. Hein. On ça, va c'est en clair. parler. Donc là, juste pour clôturer ce chapitre-là, s'il y avait vraiment une incompatibilité un peu rédhibitoire, tu dirais quoi ? Ou il n'y en a peut-être pas. Ce serait vraiment de faire attention au niveau des couleurs. Donc c'est vraiment, par exemple, l'exemple de l'améthyste et de la pierre du jaspe rouge, par exemple. Vraiment les deux opposés. C'est trop opposé. Ça peut être chaotique, ça peut donner des nausées, par exemple. Alors même, ce qu'on pourrait conseiller aux personnes, c'est même si elles ont besoin de travailler ces 2 côtés, de faire d'abord un côté, puis l'autre. Un besoin, on y reviendra après. Un besoin, une pierre. Moi, je suis assez strict là-dessus. Et après, on passe à autre chose. On ne veut pas tout faire en même temps parce que c'est au risque d'arriver à rien. Les gens aimeraient tout faire en même temps. Et je comprends quand on va pas bien. Mais si on fait tout en même temps, en fait, on reste en surface. On va pas au fond des choses. On va pas travailler la problématique. Et c'est bien sur le moment, mais au bout de 2 semaines, ça revient vite, en fait. Voilà. Et c'est très logique d'ailleurs, parce que c'est le même fonctionnement en magnétisme et en soins énergétiques. Parce qu'à vouloir travailler sur trop de choses en même temps et différentes, au final, on n'y arrive pas. Donc, il vaut mieux cibler un travail sur ce qui est le plus important au départ, et ensuite, au fur et à mesure. Exactement. C'est une logique qui est finalement commune, parce que de toute façon, les pierres, c'est de l'énergie. Et donc, c'est l'énergie. Bien, super. Bon, on va continuer du coup ce petit périple. Donc, on va parler maintenant de quelque chose qui intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes. On entend parler de purification par-ci, par-ça, de rechargement par-ci, par-là. Et donc, je veux profiter de ta présence aujourd'hui pour que tu nous expliques réellement et concrètement comment ça fonctionne, voire même si tu peux nous montrer en direct. Je crois que tu es venu avec ce qu'il fallait pour nous montrer comment on fait pour purifier des pierres et puis surtout indiquer les grandes lignes aux gens pour qu'ils arrêtent de se dire oui, mais telle personne m'a dit ça et ça se recharge pas, ça se recharge, ça se... Voilà, un petit peu dégrossir l'ensemble. Alors je comprends, c'est très problématique, c'est des questions qui reviennent très souvent, c'est comment je purifie mes pierres, etc. Exactement. On est vite perdu. Alors, ce que je conseille, alors déjà, pourquoi purifier quand même, c'est comme le début, parce que vos pierres, quand vous les portez, elles se chargent de vos énergies, de l'environnement, etc. Et au bout d'un moment, une pierre, elle ne peut pas absorber à 100%, elle en redégage ce qu'elle a absorbé. D'où l'utilité de venir purifier pour enlever ces charges énergétiques pour que vous puissiez bénéficier à 100% de leurs propriétés. Et donc, pour purifier, il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que je propose souvent, en premier, c'est une méthode que j'appelle le sel indirect. Alors ça, c'est Michael Ginger, je t'en parlais tout à l'heure, 95 à peu près, c'est lui qui en parle le premier. Et c'est une méthode très simple et super efficace. En fait, il suffit tout simplement de mettre du gros sel, alors gros sel de base en supermarché, pas la peine de prendre un sel cher. Gros sel de base dans une assiette avec un linge et les pierres par-dessus. Et le linge va protéger le sel qui pourrait en fait rayer les pierres et va venir quand même absorber le sel, tout le trop-plein énergétique des pierres qui ont besoin d'être purifiées. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre toutes les pierres. On peut les mélanger dessus ? On peut les mélanger, puisqu'en fait, elles ne vont pas s'abîmer, parce que le linge protège. Et là, alors, il ne faut pas qu'elles se frottent, évidemment, parce qu'il y a une question de dureté, donc elles pourraient s'abîmer aussi. Mais là, si on en met... S'il y a de la place et qu'elles ne se touchent pas... Là, j'ai mis une grosse pierre, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais des petites pierres roulées, on peut en mettre une dizaine sans problème. Moi, je mets des bagues, des malas, etc. Donc, sel indirect, c'est la meilleure méthode. Et combien de temps ? Ça aussi, la question qui revient souvent, c'est combien de temps est-ce que je peux les mettre ? Je pose les questions qu'on me pose aussi. Là, je dirais à minima 2-3 heures pour avoir une purification intéressante. Ça peut être plus longtemps pour des pierres dont on va hériter, par exemple. Voilà, si c'est on va acheter en brocante. Parce qu'on pour sait une pas première purification, par exemple. Ça pourrait être 24 heures après, pas plus, parce que le sel, le seul désavantage, c'est qu'il fait un reset complet. Il enlève tout. Donc une pierre qu'on porte, il y a forcément un petit peu notre énergie avec. Trop longtemps, ça va enlever aussi ce qu'on a mis d'amour et d'intention dans la pierre. Donc je dirais qu'au quotidien, pour une pierre qu'on porte pour aller au travail, à la maison, etc., une fois par semaine, 2-3 heures en sel indirect,
c'est largement suffisant. Donc ça, c'est vraiment une méthode simple, efficace, on n'a pas à se poser de questions. Après, on va faire un petit tour, il y a d'autres méthodes, on peut purifier à l'eau par exemple. Oui, bien sûr. Mais J'utilise beaucoup l'eau, moi, au quotidien, c'est pratique, quand les pendules notamment. C'est pratique, il y a des pierres qui ne supportent pas l'eau, Ouais. les calcites, angélites, célestites, les Faut quartz, toujours se c'est pas de renseigner, problème, voilà, faut se renseigner. L'idéal, ce serait sur un cours d'eau. Bon, on n'a pas tous un cours d'eau devant chez nous. Non, malheureusement. Mais alors, moi, si, c'est cool, j'habite à la campagne, c'est chouette. Oui, mais entre les séances, moi, je ne me vois pas sortir, marcher un quart d'heure. C'est vite Mais problématique. c'est vrai que par contre, passer sous le filet d'eau pour couper les énergies que j'ai travaillées avant, pour moi, c'est intéressant. Bah oui, c'est ce que je fais. Et puis, ce que je recommande aussi Tu de peux temps en recommander temps. aussi. Ouais. Il faut juste faire attention, voilà, qu'il y ait des pierres qui soient. Voilà, vérifier si de c'est- pas les abîmer. Ça reste léger. Le sel purifie à fond. Oui, bien sûr. C'est L'eau, plus c'est une quotidien. purification quotidienne. Voilà. Les On grosses entretient, charges quoi. lourdes, on ne va pas enlever avec l'eau. Ouais. Ça sera vraiment au sel. Après, il y a d'autres méthodes. La fumigation, Ouais, l'encens, ouais. sauge. Alors, j'aime bien le benjoin qui est assez Ben, efficace. joint blanc, j'utilise que ça, moi. Benjoin blanc, en plus, ça sent trop bon. Ouais. Le laurier, c'est assez particulier, mais comme on Ouais. le trouve aussi, ça peut être intéressant. Au Liban, c'est pas mal pour venir aussi purifier. Alors, le seul problème de la fumigation, c'est que ça a du mal vraiment à pénétrer la matière. Donc, faudrait purifier des heures pour avoir une purification profonde. Faut vraiment faire leur recette, quoi, tu veux dire. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une purification qui reste légère, qui est très bien dans Quotidienne la vie de tous les aussi. jours, quotidienne. C'est Ouais. ça, exactement. Disons que, voilà, une grosse améthyste comme ici, pour la purifier à fond, ce Sel. sera plutôt le sel. Ou alors, une méthode qui est moins courante, plus particulière, c'est vraiment... Je te vois venir. Tu sais de quoi je vais parler? Oui, ouais. Vas-y, Vas-y. je t'écoute. Dans la terre. Dans la terre, exactement. Mais vraiment en pleine terre. Hein. Ah, Le mais pot de c'est- fleurs sur le balcon, ça sert à rien. Bah ouais, il faut faire un trou et puis on y met la pierre dedans. 30 cm à peu près. Ouais. Et là, c'est une des rares fois où ça va venir vraiment purifier et recharger en même temps. Parce que ça draine Mais les oui, parce énergies que la terre, stagnantes. Et tu as des courants telluriques Bien sûr. qui viennent la recharger. Très intéressant la terre parce que c'est un pont d'énergie négative, ça aspire et puis il y a l'énergie tellurique qui remonte aussi. Exactement. Donc là, Ouais. c'est intéressant pour purifier, recharger. Donc là, on peut le faire quelques semaines pour des pierres dont on aurait hérité, par exemple. On les par laisse exemple, brocante. quelques semaines. Tu les mets dans un chiffon, dans un linge, quelques semaines. Ça peut être même plus, hein, c'est 3 mois, il n'y a pas de problème. Il faut juste bien repérer où on les enterre. Oui, bah ça c'est sûr. Perdu. J'ai déjà eu le cas de gens qui ont enterré leur terre, qui ne les ont jamais retrouvées. Ça va. Donc on met un petit piquet pour être sûr. Et après, elles sont quasiment comme neuves. Il y a certaines pierres qu'on peut difficilement récupérer, comme la malachite. Ouais. C'est du cuivre, ça s'oxyde vite avec l'eau, la transpiration. Et donc, si la pierre est déjà abîmée, on aura du mal à la récupérer. Mais des pierres comme, je sais pas, des améthystes, on peut retrouver presque sa couleur d'origine, tout à fait. Ah oui, ça remet Ouais. les couleurs aussi. Oui, j'ai déjà fait le test avec une amie qui avait eu des pierres de sa tante qui était très malade. On les a mis 3 mois sous terre et tu as certaines pierres, la caroïte, je me souviens, qui était redevenue vraiment violette. Mais la malachite, non, elle était restée foutue. Elle avait trop absorbé. Elle était, entre Donc, guillemets, morte. Pour récapituler pour ceux qui nous écoutent, donc on prend la pierre, on la met dans un linge Ouais. du coup on l'immerge sous terre C'est ça. 3 pendant semaines minimum. 2-3 Ça peut semaines être à 3 3 mois. Exactement. en fonction C'est ça. de l'ancienneté de la pierre et de aussi comment elle est abîmée peut-être potentiellement. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Il faut aussi Ouais. écouter ses ressentis, et puis on peut faire appel à un lithothérapeute si vraiment on a un doute sur certaines pierres. Donc ça, c'est vraiment les cas extrêmes. On peut aussi purifier avec des bols tibétains, Ouais. comme ici, des bols de cristaux. La seule chose, il faut penser à mettre au fond un petit linge pour pas qu'il y ait des vibrations qui viennent abîmer, en fait. C'est peut-être un peu trop technique, non? Moi, je fais beaucoup comme ça chez Tu moi. fais Je mets un aussi petit linge, c'est assez rapide et ça va bien purifier, c'est assez Ok. efficace. Voilà. Mais bon, comme tout le monde n'a pas ça à dispo, il y a d'autres solutions qui Ouais, existent. Après, il y a aussi, on en parle souvent, les fameuses ondes de forme, les fleurs de vie, Oui. les Ah, coquilles Saint-Jacques. Non, là on est toujours sur la purification. On est hein. toujours sur la purification. ouais. Les zones de forme, moi j'ai toujours entendu que ça purifiait pas, hein. Enfin, Alors, personnellement. Voilà, moi j'entends beaucoup de discours, ça purifie, ça recharge. Moi je trouve ça trop léger. La fleur de vie peut purifier les coquilles Saint-Jacques, mais pour autant, attention, parce qu'on a affaire dans ces cas-là sur les fleurs de vie ou les coquilles Saint-Jacques à une énergie collective qu'on appelle un égrégore. C'est ça qui participe à la purification. En fait, on n'a pas vraiment de purification, c'est plus, j'ai l'impression, une énergie de croyance qu'on rajoute dessus qui va apporter un petit plus. Pour vraiment qu'il y ait une purification, il faudrait poser une intention dessus, voire une incantation comme une prière, pour venir activer. Souvent, les symboles ont besoin Ouais. d'activation. Ils ne s'activent pas tout seuls. Dans tous les cas, moi je lis toujours un geste à une intention. Alors, et ça, j'ai failli Ça, c'est oublier important. que ouais. vous purifiez au sel, à l'eau, au bol. Toujours pensez lier le geste à toujours- l'intention. Ouais. Voilà. Poser une intention. Quand on pose la pierre, c'est toujours dans l'intention de. Hein. C'est hyper important. Ouais. Exactement, ça va venir accentuer le travail Tout à fait, énergétique. ouais. Voilà. Suivant son approche, ça peut être une prière, ça peut être d'autres choses, etc. Et donc, pour les ondes de forme, il faut vraiment le faire de manière plus insistante pour que ce soit intéressant. Mais pour autant, alors une fleur de vie, c'est plus intéressant quand c'est en bois, sculpté, etc.,
qu'une fleur de vie qui sort d'une imprimante Oui. sous plastique, par C'est exemple. sûr. Mais voilà, je conseille plutôt de se tourner vers d'autres types de Chose purification, plus naturelle, quoi. ouais, qui sont à notre disposition facilement pour venir purifier les pierres, quoi, tout simplement. Bien, super. Donc là, on a vu déjà la purification. Je pense qu'avec tout ça, vous allez Vous avez de quoi faire. être incollable sur la purification. En tout cas, on a vu qu'il y a des moyens de purifier plus en profondeur et des moyens plus doux qu'on peut faire au quotidien. Moi, c'est ce que j'utilise parce que pour des besoins logistiques, j'ai besoin de... Bon, après, j'ai Oui, il y deux a ça pendules, aussi. mais j'ai besoin de purifier plus régulièrement. Donc, je le fais à l'eau et de temps en temps, paf, le gros sel pour aller plus en profondeur. Mais c'est vrai que l'eau, c'est un bon outil aussi. Oui, après tes soins énergétiques, ça peut être bien de temps en temps de faire des grosses purifications pour Oui, enlever bien sûr. entre les clients voilà, tout ce qui a pu se transmettre dans la Ouais, pierre. Tout à ouais, fait, ouais, ouais. ouais, ça c'est pour ça que j'en ai deux aussi pendules, parce que quand je sens que, Voilà. hop, j'ai le deuxième pour le soin d'après quand je les enchaîne notamment. Tout à fait. Ouais, une pierre, c'est important, on ne l'a pas dit, Bien sûr. c'est pas neutre. Parce que justement, le système cristallin de la pierre, dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est comme une maille, un peu comme du tricot, qui a tendance à retenir ses charges en fait. Et c'est pour ça que les pierres amorphes, type opale, obsidienne, comme elles n'ont pas de système cristallin, elles se chargent moins en général, contrairement à d'autres pierres qui ont un système cristallin. Ah d'ailleurs, j'ai une question qui me vient, parce que ça Oui. aussi on le dit sur la purification. On entend beaucoup Je dire... sais ce que tu vas dire. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Sur l'obsidienne, que ça se purifie moins? Alors, Non, c'était pas oui, ça. ça fait partie. Si, c'est ça. Il y en a qui disent, oui, l'obsidienne, la tourmaline noire, ce sont des pierres qui ne se purifient pas. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça personnellement, mais qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi. Ok. Toute pierre, même les pierres qui n'ont pas de système cristallin, c'est de la matière. Donc C'est la quelque chose matière, de... on est d'accord. Il y a C'est quelque une chose, énergie, c'est donc une il y a quand énergie, même un donc brassage. ça peut que se charger au bout d'un moment. Même, Tout à alors fait. effectivement, les obsidiennes, les shungites se rechargent moins, c'est vrai, mais pour moi, elles ont besoin de se purifier à un moment donné, parce que c'est de la matière. Ouais, tout à fait. Et la est matière, d'accord. c'est une énergie, donc du coup, ça brasse dans tous les cas. Je suis 100% Ok, d'accord bon, avec ben c'est bien. Au moins, je dis pas rassure. n'importe quoi, mais c'est vrai que moi, dans mes formations, on me pose souvent la question, et moi, je maintiens ce discours parce que pour moi, c'est de la logique C'est énergétique de la aussi. logique énergétique. Et tout à donc, fait. il faut être aussi logique et pas écouter ce que disent Pierre, Paul, Jacques, sans même des fois avoir pratiqué de leur côté, et ils disent tout et n'importe quoi. Et c'est un peu dommage. C'est ça aussi, c'est un petit point, c'est que beaucoup de gens se forment des fois trop rapidement à l'énergétique, ou à un stage, ou un PDF Où ils de testent une heure en pas, et ligne. ils disent des choses, et puis ça se C'est relaie. ça, c'est un vrai métier, ça demande de la connaissance et de la pratique aussi. C'est pas Exactement. en un week-end qu'on devient spécialiste en lithothérapie Bien sûr que non. ou en magnétisme. Ouais, tout à Non, fait. non, ouais, mais moi, je suis partisan de on essaye. Et toi, tu es comme ça. Et c'est Il n'y a ce que je- en testant, et puis des j'apprécie fois, on a beaucoup. des petites erreurs, c'est pas grave, on va tester et on va savoir. C'est comme tout Exactement. dans la vie, il faut Ouais. tester pour savoir. Et il faut se planter. Il faut se planter. C'est C'est pas une important. erreur, c'est un apprentissage. Exactement, tout à fait. Bien, donc maintenant qu'on a parlé de la purification, nous vient la suite logique qui est la partie rechargement. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a plusieurs techniques qui Là aussi. existent, effectivement. Moi, ce que je conseille le plus simple, c'est de purifier, de recharger avec une lumière naturelle tôt le matin ou tard le soir. C'est-à-dire que le soleil trop fort va venir abîmer les pierres. Hein. On peut vraiment abîmer ces pierres avec le soleil trop fort. Sur un bord de fenêtre et même à l'ombre, s'il n'y a pas de lumière directe, on a les UV qui sont présents. Ça vient recharger les pierres. Donc même à l'ombre, à un bord de fenêtre, intérieur-extérieur, quelques heures, ça vient déjà recharger. S'il y a beaucoup de nuages, que c'est assez sombre, on peut laisser toute une journée sans problème. Ça vient recharger en douceur. Vraiment retenir, éviter le soleil trop fort, qui est pas bon. Quand même plutôt décharger les pierres. Pour le coup, si c'est trop fort, ça vient même purifier la pierre, mais ça peut trop l'impacter. Donc lumière naturelle, matin ou soir, comme ça on se prend pas la tête. Parce qu'on peut recharger avec la lune, et tout le monde parle de la... Pierre, à chaque pleine lune, attention, c'est le moment, Sortez rechargez vos vos améthystes. pierres, c'est ça. Eh bien, je suis pas d'accord, et j'aime bien ne pas être d'accord, parce que disons que c'est l'apogée du cycle énergétique en astrologie, c'est le moment, c'est la fin du cycle, c'est là où l'énergie est la plus forte. Est-ce que nous, on irait se faire bronzer au soleil à midi? Non, le soleil c'est bon pour la peau, pour autant il y a des heures où il faut faire attention. Ouais. La lune c'est pareil d'un point de vue énergétique. J'ai déjà vu des gens qui ont abîmé complètement des améthystes, qui sont devenues blanches en pleine lune. Comme c'est l'apogée, c'est le plus fort. Et puis surtout, on oublie tout le temps ça, la lune elle n'est pas toute seule en astrologie. Une pleine lune en scorpion, très intense, reliée à Pluton, je ne mettrais pas mes pierres dehors. La dernière pleine lune qu'on a eue en Sagittaire, elle était cool, elle était sympa, pas de problème. Certaines pleines lunes ne sont pas très très tendres, donc moi je ne mettrais pas mes pierres à ce moment-là. Ah ouais, c'est pas si simple que ça. Ouais, je mettrais plutôt un petit peu avant ou un petit peu après. Mais comme je dis toujours, et je pense qu'on partage ça aussi, c'est que si pour la personne c'est important qu'elle est reliée au cycle de la lune et que pour elle c'est symbolique et qu'elle a envie de le faire, bah oui, fais-le. Te retiens pas. Mais C'est pas ce que je longtemps. conseille, mais t'écoutes pas, mais pas longtemps. Voilà. Moi, c'est ce que Rideau, des blanc. fois, ça m'arrive, moi. Pareil, c'est d'intuition parce que je les sors pas toutes les pleines lunes. Ouais. Et j'ai une belle améthyste en géode comment Un dire, amas en druse. Plutôt. Ouais, non, c'est une espèce de bulle. Il faudrait que je te la montre. Elle est, Ouais. elle est super jolie. Ok. Et je la sors
d'intuition sur des pleines lunes qui me parlent, mais je la sors 15 minutes. Mais c'est très bien. C'est pas Ouais. la peine que ce soit trop. Parce que pour moi, c'est trop fort. Donc C'est je me beaucoup vois trop pas la fort. laisser 3 heures à la pleine lune ou 4 heures. 15 minutes. Et même, ça m'est arrivé. Alors là, moi, par contre, pour faire le point avec ce que tu disais, c'est peut-être une erreur, hein, tu vas me dire. Peut-être des auditeurs l'ont fait. Est-ce Dis-moi. que c'est grave? Mais moi, je sortais mes pierres en plein soleil. Jamais le soleil puissant. Donc soleil du matin, en plein soleil, mais pareil, sur des courtes durées. Eh ben c'est bien. Si, c'est une C'est bonne bon idée aussi. On peut. Ouais, C'est un voilà. choix qu'on peut faire. Soleil Si pas on trop veut recharger fort, plus vite, parce qu'on a moins de temps, mais qu'on les met en plein soleil, par exemple, du 15-20 matin, minutes. voilà. 15 minutes, ça permet un rechargement qui est C'est très correct. bien. Ouais, Ok. il y a quelques rares pierres qu'il vraiment faut éviter. Faut éviter, oui, Bah, les- c'est des pierres très rares. Donc bon, la Ok. plupart des pierres courantes, pas de problème. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne idée aussi. C'est Et ça une- m'arrive de le faire aussi. Ok. Oui, oui. Donc Et puis avec la pratique, c'est bien aussi de tester. Tu vois ce qui marche, ce qui Bien fonctionne, sûr, etc. Avec un peu de connaissance de Moi, la je fais pratique, beaucoup on ça. peut C'est tout pour ça que je te faire. posais la question. Ouais. Au moins, comme ça, tu me Ça dis. va, c'est validé. Ça va, c'est validé. Ça, Bon. tu peux. Et puis bon, beaucoup de personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément le temps et peuvent se décourager des fois de se dire ouais, il faut penser à les laisser 3 heures, 4 heures. Donc au moins un truc simple, vous pouvez les sortir 10, 15 minutes, les exposer à un soleil doux. Clair, net, pratique, Voilà. efficace. Et C'est puis facile. voilà. Bon. Après, on a aussi en rechargement, la lumière, c'est le plus simple. Il y a, tu connais les géodes d'améthyste Oui. ou de cristal de roche. Alors, pour recharger, moi, je conseille uniquement la géode de cristal de roche. Parce que l'améthyste a déjà une énergie orientée de par sa couleur. Le violet, qui est relié à la sphère de la spiritualité, de l'imagination, au chakra coronal. Donc, venir recharger alors une autre pierre violette sur de l'améthyste, ça fait du sens, voire du bleu. Cristal de roche, ce genre de choses. Mais c'est par ok. pour autant, aller recharger un grenat rouge Ouais. puissant, Pierre d'ancrage sur dans la une pierre métisse, du ciel, c'est pas contradiction. Alors, au contraire, ça pourrait venir atténuer, si c'est notre but, le grenat, mais c'est pas très intéressant. Alors que le cristal de roche, c'est transparent, ça vient diffracter la couleur du spectre lumineux, terrible. Ouais. c'est universel, et là, on s'embête pas. Sur une druse de cristal de roche ou une géode, on place, ça dépend de la taille, mais une dizaine de pierres, on les laisse 24 heures, elles sont rechargées. Ça, c'est très intéressant aussi. Mm. Mais pas sur l'améthyste, qui n'est pas universel. Encore Voilà. faut-il que la druse ou la géode soit elle-même bien purifiée et rechargée. Alors, c'est vrai que c'est aussi, il faut aussi, Eh oui. une fois par mois, venir C'est ça. purifier, recharger un petit coup la Parce géode. que, Voilà, voilà. tout à fait. C'est important aussi de le dire parce que c'est l'erreur. C'est pas parce qu'on a des grosses géodes que bon. Mais on peut aller plus loin, parce que c'est important de purifier ces pierres, mais c'est aussi important de purifier l'endroit dans lequel on Oui, est et ça, c'est sûr. nous-mêmes. Ouais. Parce que si nous, on est pollué énergétiquement sûr. par différentes choses, les pierres vont forcément le ressentir. Bon, après, on n'a pas 1500 ans tous les samedis matins pour Non, se c'est purifier. Mais idéalement, quand on purifie nos pierres, hop, Bien sûr, ouais. on passe un coup de sauge, un coup de bol dans la pièce, c'est quand même l'idéal. Bien sûr, c'est ouais. pas mal. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Bah, il y a tout ça, toute cette valeur à côté, mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui on parle des pierres. Mais c'est des sujets qui sont hyper Ouais, tout intéressants. à Moi, fait. je suis avec la géobiologie aussi. C'est très intéressant. Bah oui, c'est Le important lieu, aussi en géobio, ouais. bien sûr. Très, très important. Bien. Alors maintenant qu'on a parlé du coup du rechargement, de la purification, tu nous as expliqué ça et c'est hyper intéressant. Tu as pu nous montrer en plus, donc c'est top. Je pense que comme ça, les auditeurs pourront Comme ça, vraiment on voit bien se ce qu'il rendre faut compte. faire. Voilà. Et la question qui vient souvent, et tu te l'as posée aussi, c'est voilà, j'ai fait tomber ma pierre, elle s'est cassée. Est-ce qu'elle est toujours bonne? Ça, c'est une question qui revient très souvent et effectivement, elle est tout à fait légitime. Alors, première chose, si une pierre se casse, c'est pas forcément qu'elle n'est plus faite pour vous. Il y a plusieurs raisons. Alors, pourquoi une pierre se casse? Alors déjà, on peut juste faire tomber une pierre, ça Voilà, peut arriver. on peut la faire tomber, elle se casse en deux par exemple. On manque d'ancrage, on est fatigué, on fait tomber des choses. Ça arrive. Et puis, tout dans la vie, beaucoup de choses font du sens. Des fois, il y a des choses, c'est juste... C'est juste comme elle ça. est tombée, c'est pas de Point bol, final. c'est pas grave. Voilà. Effectivement, une pierre peut tomber parce qu'elle est trop chargée en énergie, donc elle a besoin de se décharger, et paf, elle tombe, elle se casse, c'est fini pour elle, et c'est parce qu'elle avait trop emmagasiné. On peut faire tomber une pierre parce qu'elle n'est pas faite pour nous aussi. Et là, quelque chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que le mental et l'inconscient n'aiment pas le changement. Donc, quand on prend une pierre pour un travail précis en énergétique, le mental et l'inconscient se disent « Ah non, moi je ne veux pas changer ». Vu qu'eux, ils aiment le confort, la zone de confort, pas changer, etc. Ils vont dire ouais. « Quoi ? Du changement ? Mais surtout pas ». Donc paf, on fait tomber la pierre pour pas apporter ce changement. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, de l'avoir vu, expliqué, recommandé à plein de personnes, je l'ai vu plein de fois, des gens m'ont dit « Ah ouais, c'est vrai que c'était une pierre. Moi, j'étais pas à l'aise avec, mais je sentais que ça allait faire travailler quelque chose. Je l'ai fait tomber. » Et ben, c'est ton inconscient et ton mental qui se sont ligués pour pas que ça arrive. Voilà. Donc quand une pierre se casse, si c'est une pierre, je sais pas, une petite pierre roulée, comme à la base, elle a été concassée, broyée, etc. Dans tous les cas. C'est pas grave. On la purifie, on la recharge, on la laisse tranquille quelques semaines. Elle redéfinit ses contours énergétiques. Après, on peut s'en servir. Ce qui peut être problématique, ça serait sur une pointe de cristal de roche dont on se sert comme un thérapeute comme toi, magnétiseur. Si on fait un travail sur les chakras et qu'on casse la pointe,
Oui, là, ça Là, a plus non. de sens. On va la garder en déco pour faire un soin. Après, ça va être un petit peu Oui, limité. puis ça va moins viser. Ça va moins viser. Donc là, c'est vraiment le seul cas pour les thérapeutes, les spécialistes, avec les pointes. Si elle est cassée, là, je conseille vraiment de changer, ou les pendules aussi. Et sur ça, sur une pierre comme ceci, par exemple, si on la tombe par terre, elle se casse en deux. Et ben, tu vois, par exemple, c'est une malachite, très Malachite, jolie. oui, dont très belle pierre, d'ailleurs. Je m'en servais quand je faisais des soins avant. Pour les consultations, on les pose sur le corps de personnes, suivant les besoins, puisqu'on va travailler. Vu que c'est une pierre qui a été taillée dans la masse comme ça, si elle se casse, là, c'est pas grave. Purifier, on recharge. On la recharge, on la laisse se reposer quelques semaines, voire quelques mois, on s'en sert, il n'y a aucun problème. Voilà. Les gens font tout un drame ou mentalisent beaucoup trop, c'est pas grave. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ici. Exactement. Elle tombe, elle se casse, mais à la base, ils l'ont bien cassée pour la sortir de là où ils l'ont sortie quand même. Et puis la plupart des pierres, on ne le voit pas à l'œil nu, elles ont des inclusions, des défauts, bien sûr. Plein de choses. Elles se sont cassées sous la pression, la chaleur, etc. Elles sont habituées à ça, donc c'est pas grave. Et souvent, on fait ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme aussi avec les pierres. C'est-à-dire qu'on leur prête des qualités humaines. Elles ont leur cycle énergétique, leur façon de communiquer l'énergie. C'est pas humain pour autant. Une pierre va pas avoir envie de se jeter par la fenêtre si ça va pas. Voilà. Bah oui, non, elle ne pense pas comme nous. Elle a son cycle, mais c'est pas le nôtre. Bah oui. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour ton explication. Au moins, ça rassurera, je pense, beaucoup de personnes qui ont fait tomber leur pierre de la table, peut-être, et qui se disent ma pierre est foutue. Non, elle n'est pas foutue. Purifiez-la, rechargez-la, mettez-la au repos, et puis réutilisez-la. Surtout, ça évite de racheter, alors que finalement, les pierres sont toujours. Tu as certains commerçants qui vont dire ah, vous l'avez cassée, il faut forcément racheter une autre. Ah oui, c'est sûr, pour vendre, c'est là, pas du gain. Non, mais ça reste une énergie, et il faut bien prendre conscience qu'à la base, quand même, avant d'arriver chez vous, on l'a bien cassée de la terre, enfin, ou du moins de là où elle se trouve. Sauf les cristaux, évidemment, mais la plupart du temps, c'est concassé, broyé, dynamité. Eh oui. Faut pas l'oublier. Bien, merci beaucoup. Allez, on continue du coup avec qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes pour répondre à la question, voilà, j'arrive et comment on fait pour choisir nos pierres. J'arrive dans un lieu et comment je choisis ma pierre. C'est vrai, et c'est normal, hein, c'est une question quand on arrive dans un magasin, comment je fais, comment je me débrouille. Moi, ce que je conseillerais en premier, c'est d'avoir quelques bases sur les couleurs comme dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Okay. Et juste quelques mots. Savoir que le jaune, c'est pour la confiance, notion de territoire personnel, le rouge pour la vitalité, le bleu clair pour la communication. Avec ces mots-clés, quand on arrive dans la boutique, on va se dire tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de travailler justement la communication. Ah, Yoann Chevière, dans son podcast avec Fabrice, avait dit que le bleu clair, c'était super intéressant pour la com. Je vais aller vers du bleu clair. Et après, dans toutes les pierres bleu clair, on ne fera pas d'erreur, ce sera forcément une pierre pour la communication. On aura bien visé déjà. Là, on peut se faire aider par un lithothérapeute qui, avec ses connaissances, va me dire là, vu ce que vous me dites, ce sera plutôt telle ou telle pierre, suivant là où on est vraiment énergétiquement, ce qu'il y a besoin de travailler. Donc, quelques bases sur les couleurs, parce que j'entends trop souvent, tu choisis l'intuition, ce sera forcément la bonne pierre. C'est pas forcément l'intuition qui parle, je l'ai vu plein de fois. Souvent, on va vers des pierres qui nous font du bien, mais qui ne nous font pas bouger. Alors, c'est cool, et je recommande d'avoir des pierres un peu tout doux, qui nous font du bien, qui nous rassurent. Mais pour venir bouger, c'est bien d'aller sur des choses qui vont nous faire évoluer. Et très souvent, quand je fais des salons avant, les gens, je leur dis, c'est laquelle la pierre que vous aimez le moins ? Ah, j'aime pas du tout cette pierre marron. Achetez-la. Et je leur dis, l'ancrage, ça va ? Pas du tout. Eh bien, allez-y. Et souvent, les pierres qu'on n'aime pas, au début, ça peut être un peu désagréable, des sensations un petit peu gênantes. Si c'est pas trop fort, faut pas que ce soit non plus une torture pour s'écouter. Si c'est un peu désagréable, ça va venir débloquer le problème et on va arriver sur quelque chose de très intéressant. Alors que si on choisit des fois à l'intuition que des pierres violettes, on va rester perché dans sa sphère à unité 3 quarts d'heure par jour sans aller au fond du problème. Donc, c'est pas forcément l'intuition qui se manifeste. Et au contraire, plus on apprend à travailler avec les pierres, avec quelques bases, plus on se fait confiance, plus on le ressent, plus l'intuition va se manifester. Mais c'est pas forcément ce qui nous guide. Et souvent, l'intuition, c'est très fin. Et le mental et l'inconscient peuvent très bien venir dire la limite entre les deux, parfois, est très étroite. Exactement. Donc voilà, pour choisir ces pierres, l'intuition, et puis après, on trouvera un équilibre entre mental et intuition. D'ailleurs, j'aimerais dire aussi, le mental, il faut arrêter de le diaboliser. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tout à fait. On a besoin du mental. Et si on est venu sur Terre, c'est aussi pour ça. C'est une question d'équilibre entre devant mental, arrière intuition. On peut équilibrer, on a besoin aussi. C'est très important, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a du mental ou on est trop dans le mental que c'est tout le temps mauvais. On en a besoin aussi. Après, l'être trop tout le temps, ça peut être mauvais, effectivement. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Équilibre, tout à fait. C'est le mot, je pense, mais c'est ce que tout le monde recherche en même temps. Et bon, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, c'est ça. Bien.
Ok, donc pour résumer, si on devait dire aux personnes, c'est déjà de se renseigner un petit peu sur couleur versus symbolique générale. Hein. Donc finalement, par rapport au chakra, hein, plus ou moins. Ouais, Parce c'est que ça correspond au voilà, le chakra. chakra du plexus solaire, couleur jaune, c'est exactement ce que tu disais, hein, le travail de la confiance, C'est etc. ça correspond. Permet d'aller de l'avant, tout ça. Donc renseignez-vous peut-être sur couleur chakra, vous faites des bonnes notes, et puis comme ça, en fonction des besoins que vous avez, ça vous permettra de déjà pré-choisir vos pierres à l'avance, enfin votre couleur de pierre à l'avance. Et une fois sur place, vous vous renseignez avec le lithothérapeute pour savoir, parmi les pierres jaunes par exemple, laquelle sera la plus adaptée à vous. C'est ça, normalement, si on tombe sur un bon lithothérapeute qui s'est Il est formé, censé vous il est poser là les vous bonnes conseiller, questions. vous poser les bonnes questions, c'est ça, on va en parler juste après. On va en parler juste après, oui, parce que c'est très important, on me pose aussi beaucoup la question. Donc ça, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder avec toi. Bien. Alors avant justement qu'on aborde ce sujet-là de comment faire pour trouver des pierres, etc., je voulais que tu nous dises comment une personne qui, même débutante sur le sujet, peut vraiment ressentir l'énergie de la pierre. Comment elle peut ressentir que telle pierre a telle énergie alors qu'elle n'y connaît rien, qu'elle débute, etc. Est-ce que tu as une petite astuce? Bien sûr. Alors, souvent, je dis aux gens, quand on commence en litho, en énergétique, on arrive avec des problématiques, des besoins, on évite un peu tout feu, tout flamme. Je leur dis, vous vous posez tranquillement, dans le silence, dans le calme, vous prenez la pierre et vous écoutez ce qui vient. Écoutez ce que la pierre a à vous dire. Oui, moi, j'y arrive pas, j'ai le mental, etc. Tu te tais et tu essayes. L'important, c'est d'essayer dans un premier temps au calme. Et puis, c'est des toutes petites sensations qui vont venir se manifester. Parce que souvent, les gens s'attendent à des grandes choses. Oh, j'ai mon guide qui m'a dit ça, j'ai Dieu qui est venu me parler. On est dans du subtil parfois. Ouais. C'est un petit peu de chaud, de froid. Et souvent, les gens, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils disent ah non, j'ai rien senti, j'ai eu du chaud, du froid. Après, j'ai eu des images. Je fais, tu vois que tu ressens, en fait, on peut tous ressentir l'énergie des pierres. C'est comme le magnétisme, c'est pas un don, en fait. Tout le monde peut ressentir les pierres. Et puis je rappelle que dans le corps, dans le cerveau, dans ce qu'on appelle le centréole, il y a du quartz, il y a des minéraux, donc il y a une interaction qui se crée automatiquement. Et pour ressentir l'énergie des pierres, moi ce que je dis tout le temps aux gens sur les réseaux sociaux, créez du lien avec votre pierre. Prenez-la dans vos mains, le matin avant d'aller au travail, dans la journée. Plus on crée ce lien, comme dans les mains, il y a des chakras qui sont reliés aux autres chakras. On va avoir une symphonie. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient là. J'ai eu le même mot qui m'est venu, c'est très drôle. C'est vrai ? Ouais. Toi aussi, tu as eu symphonie ? J'allais te dire le mot si tu ne le disais pas. Bon, c'est marrant, j'ai vraiment eu ce mot. Il y a une symphonie qui se crée entre la pierre et l'osmose. En fait, hein. C'est ça, c'est comme une partition. En fait, c'est un équilibre entre tout à fait. L'énergie de la pierre et la nôtre. Ça aussi, on oublie toujours qu'il y a l'énergie de la pierre. Oui, bien sûr. On en parle depuis tout à l'heure, mais il y a notre énergie à nous. C'est l'interaction des deux qui crée une symphonie qui va venir être intéressante. Et plus on crée ce lien longtemps, plus les corps énergétiques viennent enregistrer l'information et on a quelque chose qui se passe. Alors ça peut être juste 2 minutes tranquillement le matin, ça peut être avec une méditation orientée, on vient visualiser avec des éléments, des couleurs, pour venir orienter un travail particulier. Tout est possible, tout est à créer. Mais pour commencer, on crée du lien avec sa pierre, et puis avec du temps, de la patience, vraiment tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, tu as dit un mot qui j'ai trouvé très intéressant. Dis-moi. Il faut du temps. Il faut du temps. Parce que souvent, les gens vont acheter une pierre et ils vont croire que ça y est, le soir même, il y a la transformation et leur vie, elle va changer. C'est important quand même de comprendre que tout changement prend du temps et parfois prend beaucoup de temps. C'est le problème d'avoir tous ces discours pierre, médicament, miracle, et je prends une pierre, ça y est, ça va mieux. Non, c'est de l'énergétique, c'est tranquillement, et puis quand on a une problématique, c'est rare que ça parte comme ça. Il faut toujours. Ça n'exclura pas le travail qu'il y a à mettre en place. Hein. Bien évidemment, c'est pas de la magie. Hein. C'est comme l'énergétique, comme des soins. Hein. On enclenche un travail, nous, de notre côté. Les pierres enclenchent un travail aussi de leur côté. Mais ça ne va pas vous empêcher de faire un travail. Mais c'est important de s'impliquer dans le processus. Exactement. La pierre, elle a beau avoir son énergie, elle ne fait pas le travail toute seule. Et là, vraiment, les gens qui se prennent en main, qui prennent une pierre pour travailler sur un besoin, s'ils le font correctement, en quelques semaines ou quelques jours, ça dépend, on a déjà un résultat quelque part. Ouais. C'est important de le dire. C'est top, parce que y a beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, ils vont acheter un bracelet, une semaine après ça va aller mieux, mais non. Sinon ça se saurait. Il faut attendre, il faut être patient et il faut faire tous ces exercices de connexion avec la pierre, comme tu l'as dit, pour vraiment presque ne faire qu'un avec ces deux énergies presque. C'est ça, et puis on peut le faire partout, dans les transports en commun. On a le temps, même dans la voiture, il y a des bouchons, on peut prendre sa pierre dans la main. Au travail, on peut faire une pause. Il y a plein de moments propices pour reprendre sa pierre, faire de même. On est devant le PC, on travaille comme ça, la pierre dans la main, paf, on crée du lien. Mais c'est bien de le faire consciemment, on peut aussi le faire inconsciemment, c'est-à-dire travailler sur son PC et puis avoir la pierre dans la main, où il y a le travail qui se fait, bien sûr, en ligne de fond, tout à fait. D'ailleurs, me vient une question qu'on n'avait pas prévue dans ce podcast, mais qui est intéressante.
parce qu'il y a des personnes aussi qui disent il faut que les pierres soient toutes en contact direct avec la peau. Ça, Et ça, c'est intéressant. Ouais, j'avais oublié. Et oui, tout à fait. du coup, comme on a parlé que des pierres dans les poches, etc., j'aimerais que tu lèves ce préjugé. Ouais, il y a beaucoup de personnes, vendeurs ou thérapeutes, qui disent qu'il faut que ce soit contre la peau. Non, mais pas du tout. Une pierre, elle rayonne sur plusieurs centimètres, plusieurs mètres, ça dépend. Et donc, c'est pas un vêtement qui va arrêter l'énergie de la pierre. Une pierre dans la poche, elle rayonne ça sur, allez, on va dire 5 centimètres à peu près. Donc, on a une interaction. Posée contre la peau, ça peut être pour des personnes qui aimeraient travailler sur l'aspect physique des pierres. Moi, c'est pas du tout ma branche parce que je trouve que c'est beaucoup trop léger. Je suis vraiment spécialisé dans l'aspect psycho-énergétique. Et non, une pierre contre la peau, c'est pas du tout obligatoire. C'est à nouveau le lien qu'on fait avec sa pierre qui là est obligatoire, selon. Exactement. Et puis même, alors moi, c'est ce que je dis dans mes formations. Tu vas me dire si je dis une bêtise, j'espère pas. Mais la lithothérapie agit en tout cas, rentre dans notre corps via le corps éthérique. Oui, c'est ça. Et donc le corps éthérique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première couche énergétique en dehors de notre corps physique, la première couche la plus proche de nous, qui fait, ça dépend des gens, mais on va dire une quinzaine de centimètres, à peu près approximativement 10, 15, 20, bon, ça va dépendre. Et donc la pierre, quand elle est posée contre vous, en fait, de toute manière, son énergie va passer par le corps éthérique, par rentrer. Donc même si elle n'était pas collée à vous, mais qu'elle était à l'intérieur de ce corps éthérique, elle agirait sur vous. Tout à fait. Voilà. Alors après, pour autant, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai ma pierre dans mon sac à main ». Bon, là, c'est moins intéressant. C'est sûr que si le sac à main, on le pose, bon. Et puis là, en plus, il y a d'autres matières qui viennent couper ouais. avec des énergies autres, et puis un mélange d'énergie. C'est ça. Mais dans la poche seule, moi, je problème. les utilise au quotidien, par exemple, pour des pierres de protection. Nous verrons dans le prochain podcast que l'on prévoira dans quelques temps. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui m'est venu, mais qui est intéressant parce que des fois, ça vient et hop, c'est intéressant parce que c'est des sujets dont on nous pose souvent la question. Bien, donc on va arriver dans les derniers sujets de ce podcast. Alors, on a vu plein de choses sur les pierres et maintenant, vous êtes décidé, vous avez choisi la pierre qu'il vous faut, du moins la couleur, vous voulez vous lancer, vous voulez y aller. Et la question qu'on me pose aussi, où est-ce que je peux trouver des pierres de qualité et comment je peux reconnaître des vraies pierres des fausses, parce que on entend beaucoup dire qu'il y a des fausses aussi qui circulent, et j'aimerais aussi ton avis là-dessus, s'il te plaît. Oui, alors, dans une boutique, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux vendeurs, aux vendeuses, ils sont là pour ça. S'ils font bien leur boulot, normalement, ça ne doit pas leur poser de problème. Comment vous êtes formé, qu'est-ce que vous conseillez, et puis voir quel discours il a. Pour moi, si vous rentrez dans une boutique, que vous dites « je suis stressé, tiens, prends l'améthyste, il faut de la protection, prends la labradorite ». Non, ça, c'est pas du conseil personnalisé. On doit vous dire, moi en tout cas, quand on me demande, c'est « qui es-tu ? Quel est ton besoin et comment je peux t'accompagner ?» en fait. Et c'est un vrai discours. Et la personne en parlant, c'est un échange, je veux dire, c'est un échange. Ah tiens, elle me dit ça. Telle couleur, tel système cristallin, vraiment ce que je te disais au début, l'effet entonnoir, c'est ça qui est intéressant. Les conseils à la va-vite, ça n'écoute pas vos besoins, ce ne sera pas forcément intéressant. Le nombre de personnes que j'ai pu voir quand je faisais des soins, des marchés avant, où je conseillais des pierres, on leur a dit, il me faut de la pierre de protection, ils avaient 15 bracelets d'œil de tigre. Mais je te mens pas, 15 bracelets. C'est n'importe quoi. Sauf que la personne, en l'occurrence, je me rappelle, elle avait ces 15 bracelets, elle avait déjà beaucoup trop d'énergie sur du plexus, elle était une pile électrique. Parce qu'on lui a dit, protection égale œil de tigre. Non, l'être humain est très complexe. Et donc, moi, je vois les personnes comme nous dire, tiens, on va tirer un fil et puis un autre, puis on va voir où ça nous mène pour un temps donné travailler avec telle ou telle pierre. Donc, poser des questions aux vendeurs. Alors, les fausses pierres, malheureusement, il y en a de plus en plus. Et je crois que tu nous en as amené d'ailleurs. J'en ai ramené. Alors, il y en a beaucoup qui existent. On ne pourra pas tout voir. Non, après, mais c'est juste pour montrer un petit peu. Le mieux, aller voir des gémologues, des spécialistes. On peut faire des analyses au laboratoire pour voir si c'est des vraies pierres ou pas. En tout cas, dans les boutiques, normalement, c'est indiqué. Fausse pierre, fausse traitée, pierre traitée, pierre fausse, ça doit normalement être indiqué. Voilà. Ça, sur Amazon, tout ça, on sait qu'il y a beaucoup de fausses pierres. Il faut faire attention. Ça, c'est pas forcément indiqué. Donc là, n'achetez pas sur Amazon. Alors là, je vous déconseille les sites comme Amazon, s'il vous plaît. Allez voir dans les petites boutiques. Exactement. C'est quand même mieux. Alors là, par exemple, on a des quartz qui ont été irradiés, bombardés de métaux. Donc c'est très joli, mais en fait, ça n'a plus beaucoup d'efficacité. Ouais, ça sert à rien. Ça, c'est très en vogue aux États-Unis, par contre. Les quartz Aquaora, Angelora, tout ça. En États-Unis, on adore, c'est transcendantal, ces machins. En France, quand même, moins d'intérêt. Moins d'impact. On est quand même plus sérieux en France, en Europe. C'est joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Surtout, je me dis, t'imagines, ça, c'est à peu près de la fantaisie, en fait. 15 000 ans pour pousser un cristal de roche, tout ça pour finir dans un four bombardé en violet. Non, mais quelle honte. Enfin, c'est dommage, gâchis, en fait. C'est quel gâchis, quoi. Quel gâchis. Bon, ça, on en trouve beaucoup. Et évidemment, numéro 1 des fausses pierres, les fausses citrines. La vraie citrine, ça a toujours de couleur paille, très claire. La fausse citrine, c'est de la métisse qu'on va mettre dans un four en quelques heures, qui va devenir orangé, on voit bien, c'est un peu caramel, foncé, ça c'est faux. Ça c'est vrai, c'est assez facile à repérer.
Malheureusement, dans les boutiques, très souvent, c'est que de la fausse, ouais. On trouve très rarement de la vraie citrine. Elle est plus rare et puis elle est beaucoup plus chère. Surtout. Oui. C'est comme ça aussi qu'on si peut vous trouvez une citrine, un petit galet comme ça à 2 €, c'est une fausse, c'est direct. C'est ça. Et puis, alors ça, c'est de la fausse pierre de soleil, ce que j'appelle la pierre boîte de nuit, parce que ça scintille de partout, c'est joli. Mais c'est faux, la vraie pierre de soleil. Pour voir. Je sais pas ça, si c'est de la fausse. Ça, c'est de la fausse. C'est trop synthétique. On voit les brillants dessus. On la trouve en bleu foncé. C'est pas c'est pas discret en fait. C'est trop too much. Ouais. C'est très rare d'avoir des pierres hyper brillantes comme ça dans la nature. Donc, les quelques pierres qu'on peut trouver, mais il y en a beaucoup. Posez des questions aux vendeurs. Normalement, s'ils sont nets, ils vont répondre. Puis même si vous demandez d'où vient la pierre, si c'est pas vous répondre, c'est que potentiellement c'est plutôt mauvais signe. Ouais. Moi, pour les pierres que je choisis, je prends toujours la meilleure qualité, ce qu'on appelle AAA. Il y a plusieurs grades. Ouais. J'ai de prendre la meilleure qualité parce que plus la pierre a une belle couleur ou une belle transparence, ça dépend des pierres, plus l'énergie de la pierre va être intéressante. Voilà, c'est ça. Et ça va venir faire un travail qui va être intéressant et qui va venir débloquer une situation rapidement. Ouais. Ok. Bien. Et donc, est-ce que tu aurais là, un site à nous recommander de confiance, et moi j'en connais un très bien d'ailleurs. Hein, eh bien, c'est mon site web heliodora.fr. Voilà. J'ai lancé mon activité en 2017 et donc je propose des pierres qualité maximum à 99% du temps parce que je choisis mes pierres, mes fournisseurs. Alors des fois c'est toujours compliqué, point de vue éthique, savoir d'où ça vient, etc. C'est pas comme dans le bio où c'est labellisé. En France, en Europe, il n'y a pas de label qui existe. Pour l'instant, il y a quelques initiatives privées, mais très peu. Alors, ça va changer au niveau européen en 2025. On en parlait, ouais. Ouais, il y aura des changements. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant. On vous en parlera plus tard. Voilà, mais en tout cas, j'ai de trouver des fournisseurs qui payent directement leur lapidaire ou qui connaissent dans tel pays les miniers qui vont chercher les pierres eux-mêmes, etc. Et donc, sur mon site, c'est que des pierres naturelles, de qualité. Alors, soit pour les thérapeutes, des bijoux, des bracelets, tout ce que vous voulez. Puis n'oubliez pas, ça va aussi dépendre, les pierres, de ce qui est pratique pour vous à porter dans le quotidien. Donc Heliodora, ton site. Heliodora.fr. Et si les personnes ont des questions ou hésitent, ils peuvent te contacter directement sur les réseaux ? Sur les réseaux sociaux, etc. Et puis après, j'ai aussi écrit un livre sur la lithothérapie. Je peux peut-être le montrer, c'est le moment. Bien sûr, montre-le, je pense que c'est le bon moment. It's time, comme dirait Maria Carré. C'est S'ouvrir à l'énergie des pierres que j'ai coécrit avec Isabelle Serre qui a fait des guidances. C'est vraiment un livre pratique pour commencer en lithothérapie, pour avoir toutes les bases, justement pour ne pas se faire avoir. C'est un petit peu ce qu'on a abordé aujourd'hui. On retrouve tout ce qu'on aborde aujourd'hui. Alors, il y a toute la partie pratique et dans la deuxième partie, je vais plus loin. Je veux prendre cette sphère qu'on trouve dans la vie de tous les jours, sphère de la confiance, des valeurs, etc. Et je présente des 65 pierres, des choix de pierres pour nous guider. Il y a des exercices pratiques, des méditations. Et vraiment, c'est le guide pour débuter en lithothérapie. Voilà. Super, merci beaucoup. Il est très intéressant parce que j'ai eu le plaisir de le lire, très complet. On y aborde plus en détail ce que l'on a vu aujourd'hui, bien évidemment. C'est un livre, donc c'est ça. Beaucoup de choses dedans. Mais en tout cas, ce podcast vraiment va reprendre beaucoup de choses dont tu as parlé dans le livre et avec beaucoup plus de précision, avec des choix de sphères de pierre. Il est vraiment excellent. Donc, si vous voulez découvrir plus en profondeur ce milieu-là des pierres, franchement, je vous le recommande. Merci. Parce que c'est vraiment un excellent bouquin. Alors, certes, c'est ton livre, mais je le dis parce que je le pense, qu'on trouve des bouquins où des fois, c'est des dictionnaires, c'est bien, il y a 500 pierres d'affilée, ou peut-être plus, des fois 1000 pierres, mais en fait, on ne sait pas quoi choisir. En fait, c'est ça, c'est que beaucoup de gens, les dictionnaires, et c'est très bien que ça existe, c'est bien sauf qu'en fait, on ne te dit pas comment te servir des pierres, comment les purifier, comment j'écoute mes besoins, etc. Et des fois, on veut juste, je ne suis pas bien, je vais voir dans le dictionnaire. Oui, mais après, j'en fais quoi, en fait ? Moi, je dirais que c'est un dictionnaire, c'est en plus, en fait. Ça peut venir quand on trouve une pierre et qu'on veut des infos sur cette pierre, ça peut nous indiquer. Tu sais, ce livre, je l'ai écrit parce que c'est ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé, et ça n'existait pas, enfin, en tout cas, à ma connaissance. Pour pas se faire avoir en fait aussi, parce que je reprends les minéraux trafiqués, etc. C'est assez drôle ce que tu dis. La phrase que tu viens de dire, c'est la phrase que je dis tout le temps moi, dans mes formations aussi. Ouais. Ce que j'aurais aimé trouver à l'époque quand je me suis formé. Tu vois, c'est super. Quand on fait des choses qui nous parlent à nous, on fait des choses qui sont exceptionnelles. Et je trouve que ton livre est exceptionnel. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci à toi. Est-ce qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler ? Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire sur le podcast du jour ? Tu veux rajouter quelque chose, un petit mot de clôture ? Ouais, moi je dirais bien aux personnes, vraiment, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, mettez-vous dans le calme. Arrêtez le blabla mental, tout ce que vous savez, etc. Et juste essayez, testez, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'il y a de meilleur. On teste, on réadapte ça aussi. Une pierre, c'est pas fixe. Ça va être adapté à vos besoins, votre évolution. Et écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà ce que j'aurais à dire.
Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. D'être venu pour parler de ce sujet qui me tenait beaucoup à cœur, hein, parce que ça intéresse beaucoup aussi. Oui. Donc, on se reverra très probablement dans un futur proche pour faire un deuxième épisode dans lequel on rentrera un peu plus dans le détail des pierres, de ces fameuses sphères peut-être, hein, pourquoi pas, on vous tease, on verra. On est en train de le réfléchir, mais si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas surtout à mettre le petit pouce bleu, le partager, mettre un petit commentaire si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre hein, avec Johan. Voilà, on répondra. Déjà, je réponds à tous les commentaires, mais si Johan a le temps, il passera de temps en temps sur la vidéo pour répondre à vos questions. Puis n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ton compte Instagram Johan Chevillard, voilà. Johan Chevillard, voilà. Son site Heliodora. Et puis bon, moi, vous me connaissez. Hein, donc, si vous voulez me retrouver, donc Fabrice Ruiz Magnétisme sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi mon livre. Bon, c'était pas l'objet du jour, mais qui est très bien aussi. Hein. Il a parlé d'un message. Je l'ai lu aussi parce que je reçois aussi des bouquins, etc., etc. Il est vraiment très bien fait. Ton livre sur l'énergétique. Merci beaucoup. J'ai fait du magnétisme. C'est un livre que j'aurais aimé avoir qui n'existait pas quand j'ai commencé il y a 10 ans. C'est pour ça que je l'ai fait aussi. Ça résonne beaucoup, ça n'existait pas. Il est clair, concis et pratique. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, quand même, je vous le montre. Donc, mon livre, Tout est énergie, aux éditions Jouvence, dans lequel je parle vraiment de façon simple, ludique, avec des exercices pratiques de ce qu'est l'énergie, ce qu'est le magnétisme. Je parle un peu des pierres aussi, bien évidemment, beaucoup moins précisément que Johan, et c'est vraiment lui l'expert sur le sujet. Moi, c'est vraiment une initiation. Voilà, j'aborde un petit peu le sujet pour faire découvrir ça. Et puis après, se diriger vers les vrais experts en la matière. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire venir Johan, qui, pour moi, à mon sens, est aujourd'hui l'expert en France, qui a vraiment du recul, une expertise sur le sujet. Donc, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu et d'avoir pu partager toutes ces connaissances. Et puis, on se dit à bientôt. À très vite alors, pour d'autres aventures. Une prochaine vidéo, sait-on jamais. À bientôt, merci. À bientôt, merci.